du samedi, bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon avec Laurent Baffy. Et j'accueille Yann Moix. Très bien. Comment s'est passée cette semaine, Yann? Merveilleusement bien. Quand C'est je vrai sais que je viens ici, vous savez, ça me maintient en forme. Tout pour va la bien? semaine. Votre Très bien. émission sur Paris Première, ça va bien? Ah, c'est gentil d'en parler, très Bah bien. oui. Ça m'a fait penser un peu à Pollack. Oui, Ouais. Il y a une ambiance c'est à ce la que je veux Pollack. faire. Droit de réponse. Sauf qu'on peut plus fumer. C'est ça le problème, donc on met des. Vous mettez de la fumerolles. fumée Voilà, c'est ça, c'est ça. artificielle. On peut plus se bourrer la gueule, donc on prend du Canada Dry. Ouais. On peut plus se battre, donc on se dit des mots gentils. On peut plus s'enculer dans les vestiaires, comme dirait Laurent Baffy. Comme dirait Laurent Baffy, j'ai dit, je cite toujours mes maîtres. Je n'ai jamais prononcé le mot vestiaire, pardon. Alors Yann, vous décernerez tout à l'heure vos fameux Moix d'or, hein, le thème de la semaine. Les boulettes. Ah, les boulettes. Ceux qui ont fait des grosses boulettes cette semaine. grosses boulettes. Il y en a des pas tristes, honnêtement. Et maintenant, c'est l'heure de la battle. Alors, battle de ce soir, faut-il interdire la chasse avec Muriel Arnal, Sandrine Gilbert, Johanna Clermont et Thierry Coste. Alors, Muriel Arnal, bonsoir. Vous êtes fondatrice et présidente de l'association One Voice qui lutte contre les violences faites aux animaux. Bienvenue parmi nous. Sandrine Gilbert, bonsoir. Vous êtes comptable et vous battez en mémoire de votre fils Nicolas, 12 ans, tué par un chasseur en 2012. Bienvenue parmi nous. Johanna Clermont, bonsoir. Vous êtes étudiante en droit et vous êtes le nouveau visage de la chasse. Plus de 200 000 personnes vous suivent sur les réseaux sociaux. Bienvenue parmi nous. Thierry Coche, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes lobbyiste et conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs. Bienvenue parmi nous. Voilà. On va en parler, mais d'abord, l'édito de Blacko, Serge. Par-dessus les taux, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Coup de bol pour les oies sauvages qui survoleront la France en février. Alors que Macron voulait rallonger d'un mois leur période de chasse et faire abattre 4000 d'entre elles, le Conseil d'État a annulé sa décision. N'empêche, Macron fait de son mieux pour plaire aux chasseurs. Et à vrai dire, c'est pas nouveau. C'est pas un grand cerf, c'est un candidat à la présidence de la République. Dès le mois de mars 2017, le candidat Macron a réuni les chasseurs pour passer une alliance. Nous ferons également en sorte de faciliter l'accès à la chasse. Pas de doute, il a tenu promesse. À force de défendre la chasse, il a même provoqué la démission de Nicolas Hulot. Vous me facilitez pas la tâche. En février 2018, Hulot avait refusé d'allonger la période de chasse pour les oies sauvages, ce qui avait mis les chasseurs dans une colère noire. Résultat, 6 mois plus tard, Macron cède aux chasseurs et revient sur cette décision lors d'une réunion à l'Élysée en présence de Thierry Coste, le lobbyiste payé par la Fédération de la chasse. En politique, on m'a toujours dit, il faut viser juste. C'en est trop pour Hulot qui démissionne. J'ai l'esprit libre. En même temps, faut reconnaître que Thierry Coste a quelques arguments à faire valoir. C'est quelqu'un dont j'écoute toujours les conseils parce qu'il connaît très bien en effet le monde de la chasse et de la ruralité, donc j'écoute toujours cette voix. En France, il y a plus d'1 million de chasseurs qui sont aussi des électeurs. En prenant leur défense, Macron aimerait prouver qu'il n'est pas seulement le président des villes. Vous n'êtes plus entendu. On ne peut pas construire sur le terrain une vraie action pour la biodiversité si vous n'êtes pas représenté. À l'approche des européennes,
Il se souvient sans doute qu'en 99, la liste chasse, pêche et tradition avait rassemblé presque 7% des voix. Pour se faire bien voir, il a donc baissé de moitié le prix du permis de chasse, défendu la chasse à courre et autorisé la chasse à la glu. Forcément, tout ça inquiète les défenseurs de la biodiversité. En France, on chasse 64 espèces d'oiseaux différentes. Dans le reste de l'Europe, c'est 14 espèces. Et sur les 64, vous en avez 20 qui sont actuellement sur la liste rouge de l'UICN, tellement elles sont agonisantes. Selon une étude du CNRS, un tiers des oiseaux ont disparu dans les campagnes françaises ces 15 dernières années. Du coup, on se demande, est-ce bien nécessaire d'en tuer encore plus ? Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Bonsoir à tous. On commence avec vous, Thierry Coste. Vous avez vu la peau de Nicolas Hulot. C'est lui qui l'a dit. Ouais. Voilà. Vous chassez l'écolo, quoi. Oui, mais ça fait 30 ans que je chasse l'écolo. J'ai Ouais. toujours pensé qu'il était inutile de sous-traiter l'écologie aux écologistes. Ouais. Il faut que chacun en fasse, à gauche comme à droite, mais à chaque fois qu'on veut sous-traiter, ça ne marche pas. D'ailleurs, vous le voyez, Nicolas Hulot, 15 mois, il se tire. Mathieu L'Orphelin, qui était l'âme damnée de Hulot au Parlement, En Marche, s'en va. Mais comment font-ils ? L'écologie, c'est un compromis permanent. Donc le verre, il est à moitié plein ou à moitié vide. Et quand on est responsable, comme Nicolas Hulot, et qu'on se tire parce qu'on trouve qu'il est à moitié vide, c'est pas très sérieux. Alors, vous êtes conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs. Vous êtes lobbyiste en chef. Oui. Vous rappelez volontiers qu'en France, il y a 1,1 million de chasseurs. C'est le deuxième sport national après le football. La chasse, c'est 2,3 milliards d'euros dans le PIB et 28 000 emplois. Voilà, c'est quand même... Oui. Mais c'est une économie... C'est un truc qui existe quand même. C'est d'abord une économie rurale, réelle, et aujourd'hui, la chasse d'il y a 30 ans, c'était la cueillette. C'est-à-dire, en clair, on pouvait sortir avec son fusil, on tirait, on était content. Les dates de chasse n'étaient pas trop importantes, ou elles étaient très longues et on était peinard. Aujourd'hui, on gère. Donc les chasseurs gèrent. Sandrine Gilbert, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 50 ans, vous êtes comptable, vous vivez en Seine-Maritime. Et le 22 janvier 2012, votre mari fait du quad avec votre fils en forêt, dans une zone qui n'est pas signalée dangereuse. Et là, un chasseur de 83 ans tire une balle dans la tête de votre fils. Et le plus terrible, c'est qu'il a été condamné à 3 ans de prison avec sursis et 1 200 € d'amende. Vous êtes écœuré. Oui. Vous dites un permis de chasse, c'est un permis de tuer. Oui. Pour vous, il faut imposer des règles de sécurité, notamment ce qu'on appelle casser le fusil. Oui. C'est une chose qu'il n'a pas faite. Hein. Il a fait 9 erreurs de règles de sécurité qui, à l'époque, en 2012, n'étaient pas obligatoires mais recommandées, qui sont devenues obligatoires ensuite, en Seine-Maritime tout du moins, je ne sais pas dans la France. Et alors moi, je n'ai pas choisi de me battre contre la chasse. J'ai choisi de me battre contre les tueurs qui tuent nos enfants. Parce que quand on vous appelle un dimanche midi pour vous dire que votre fils est décédé d'une balle en pleine tête, alors qu'il se promenait avec son père, je trouve ça inadmissible. Alors j'ai rencontré le président de la chasse de Seine-Maritime, M. Durand. C'est lui qui nous a demandé à nous rencontrer et on a essayé de rendre obligatoire toutes ces règles. Mais la première chose qui me semble aujourd'hui, après 8 ans, il aurait eu 20 ans aujourd'hui, Nicolas, la première chose essentielle aujourd'hui, c'est que c'est la justice qui n'avance pas sur ce sujet. Elle défend 100% les chasseurs, enfin, les tueurs. Je ne mélange pas un chasseur à un tueur d'enfants. Il n'y a pas eu que mon fils qui est décédé, il y a eu plein de monde. Mais il était à moins de 5 mètres, il n'avait pas cassé son fusil, il n'avait pas entretenu son fusil. Il avait la barre de sécurité qui était défectueuse, enfin, etc., etc. Il n'avait pas mis de panneau de signalétique pour dire qu'il y avait une chasse en cours parce que... Non, mais pourquoi 3 ans avec sursis ? C'est-à-dire que... Parce que c'est le maximum qu'on peut octroyer à un chasseur aujourd'hui qui tue un enfant. Alors, moi je trouve que madame a beaucoup de courage de continuer à témoigner parce qu'elle a raison. Si on raisonnait en chiffres, on ne va pas raisonner en chiffres parce que madame... Elle est sur l'émotion parce qu'elle a vécu. C'est pas un chiffre, c'est une personne qui est morte. Aujourd'hui, c'est vrai, grâce à un certain nombre de cas, parce que le monde de la chasse a longtemps fermé les yeux sur les enjeux de sécurité, mais aussi les juges ont longtemps fermé les yeux sur toutes les affaires de chasse. Alors, parce que le problème, c'est le début de l'incivilité.
qui fait qu'après, on se fout de tout. C'est-à-dire qu'on ne met pas le panneau, mais on n'est pas puni. L'organisateur de la chasse, il est responsable juridiquement quand on ne met pas les panneaux. de chasse. Mais le problème, c'est qu'à cette époque-là, ce n'était pas obligatoire. On a voulu rendre obligatoire tout Ça ce l'est qui... maintenant? Ça l'est, parce qu'aujourd'hui, il faut responsabiliser. On a une arme, donc on peut tuer, donc c'est clair. La réalité, c'est que l'activité chasse est une activité de moins en moins dangereuse, mais elle le reste, et un mort est toujours un mort de trop. C'est la seule activité, c'est le seul sport, le seul loisir qui met en danger la vie de ceux qui ne le pratiquent pas. Alors, voilà. Muriel Arnal, vous êtes fondatrice et présidente de l'association One Voice. Donc, pour vous, le permis de chasse, c'est un danger. D'abord parce qu'il est facile à obtenir, et ensuite parce qu'il n'y a aucun contrôle. Aucun contrôle. Faux. D'ailleurs, Laissez-la 80% des Français, nous les avons interrogés au mois de septembre, sont pour une réforme radicale de la chasse et des contrôles de la vue, des contrôles réguliers de la vue, des visites médicales, un alcotest. On fait ça pour les automobilistes. Ce qu'il faut dire en plus, c'est que Emmanuel Macron a divisé par 2 le prix du permis. Si le permis était 400 €, il est à 200 €. Donc, ce qui veut dire qu'il y a plein de gens qui vont aller prendre un flingue et tirer sur les tout ce qui... gouvernements successifs. Non, Thierry Ardisson, je ne peux pas vous laisser dire ça. Mais si c'est moins cher... Je voudrais être gentil si avec c'est vous. moins cher. Aujourd'hui, depuis 1977, on doit passer un examen du permis de chasser. Quand vous voulez aller pêcher, vous tapez sur votre ordinateur, vous prenez votre carte de pêche, vous allez pêcher. Oui. Que vous sachiez ou non comment on pêche, vous pouvez avoir le droit de pêcher. Il faut passer un examen du permis. On a imposé aussi l'examen pratique, parce que le vrai danger, il était que des gens ne maîtrisaient pas nécessairement. Donc, examen pratique, examen théorique. Mais pour ceux qui Mais l'ont c'est déjà... une fois dans la vie. C'est une fois dans la vie. Non, justement. Ensuite, il n'y a pas de contrôle Alors, la régulier. bonne formule, alors c'est que le tir sportif qui est fait en Madame, salle dans des conditions très sécurisées... Écoutez bien. Oui, justement, je connais bien le problème. Non, vous le connaissez Ils pas. passent une visite médicale oui, bon, tous les Après, 3 vous ans. répondrez. Les tireurs sportifs passent une visite médicale tous les 3 ans. Ils ont des alcotests. Ils ont des alcotests avant de rentrer dans la salle. Faux. Les chasseurs... Ça n'est hein. absolument pas le cas. Et c'est un véritable souci. On demande une réforme de la chasse, on ne demande même pas son abolition. On n'arrive à rien obtenir des gouvernements. Heureusement qu'il y a la haute magistrature. Nous venons de gagner devant le Conseil d'État cette semaine. Les oies sauvages ne seront pas tuées. Voilà, c'est fini. Alors, Johanna Clermont, bonsoir, donc 21 ans, étudiante en droit à Perpignan. Vous êtes une grande chasseuse depuis l'âge de grande 16... chasseuse, je ne sais pas, mais je pratique. Une chasseuse assidue. Exactement. Qu'est-ce qui vous attire tant dans la chasse? Ça a été un tout. Le contact avec la nature, le travail des chiens et beaucoup... C'est vraiment un tout. La chasse ne peut pas, je pense, être résumée à des points séparés, pris indépendamment les uns des autres, en fait. En tous les cas, vous êtes la Diane chasseresse du 21e siècle. Vous êtes une star sur Instagram. Il y a même eu un clip qui vous est consacré. Tout avec à fait. Un peu l'égérie des chasseurs. L'égérie des chasseurs, je ne sais pas, mais c'est vrai que je regroupe une grande communauté de chasseurs et je communique beaucoup C'est marrant avec parce que eux. vous n'avez pas l'air du tout d'une... Ben, c'est ce qu'on me dit souvent et c'est peut-être ce qui a fait que aussi j'ai regroupé autant de monde parce que j'ai fait tomber le stéréotype du chasseur qu'on voit dans Les Inconnus. Ben, c'est vrai que je ne représente pas ça, donc oui, effectivement. Alors, Thierry Coste, donc votre ami Emmanuel Macron, entend-il la souffrance des gens comme Sandrine, quand même? Non, mais bien des sûr. gens qui se font dézinguer par un chasseur bourré l'après-midi. Non, mais moi, je veux bien qu'on raconte ça. Cette année, 7 morts. Cette année, 7 morts. L'année dernière, 10. On va dire, ça fait 17 de trop. D'accord, mais on peut comparer avec toutes les autres activités et on ne va pas faire une comptabilité. Donc, ce que l'on souhaite, c'est quoi? Quelles activités? C'est vrai, Madame a raison. Quelles activités? Madame a raison. L'automobile, par exemple. Mais ce sont les chauffeurs qui sont dans l'automobile qui prennent les risques. Vous pensez que les automobilistes ne tuent pas ceux qui sont en face? Exactement. Je pensais au sport automobile. Comme mais on ne va pas s'arrêter de circuler en voiture. Madame a découvert la chasse il y a peu de temps parce que One Voice ne s'intéressait pas du tout à la chasse avant, mais tout d'un coup, ils ont trouvé que comme c'est Notre plutôt... parrain était Théodore Monod, président d'une association qui s'appelait le Rassemblement des opposants à la chasse. Oui, mais je peux vous dire que j'ai passé beaucoup de temps. J'ai passé beaucoup de temps avec lui, à parler et à travailler. Et on est dans la chasse
L'association est devenue humanisme et biodiversité parce que le rassemblement des opposants à la chasse n'était plus porteur. Et la preuve, c'est que madame vous dit « je veux une réforme radicale de la chasse ». En fait, elle veut l'interdiction de la chasse, mais personne n'ose le dire. Alors, si on en revient à Emmanuel Macron, qui est un provincial et qui vient d'Amiens, un territoire de chasse, c'est la Picardie, il a une sensibilité particulière sur le sujet. Apparemment, il aime bien les chasseurs. Il n'est pas... Il a une grande il ne chasse pas, il a une grande partie de son entourage. Est-ce que c'est parce qu'il y a 1 million d'électeurs? Non, non, vous savez, honnêtement, on est 1 million. Madame dit 80% des gens, quand on fait un sondage, sont contre la chasse. Donc honnêtement, si c'est un acte électoraliste, c'est pas le bon. Hein. D'où ça vient chez Macron, cet amour de la chasse qui est vrai qui est un peu bizarre. C'est soudain. Chez tous les présidents. Je pense que... Alors, on dira que tous les présidents l'ont eu, mais c'est vrai que j'ai essayé de tous les influencer sur ce sujet. Mais je pense que c'est juste une dimension rurale. La chasse, c'est pas juste des morts, un comportement horrible, etc. C'est aussi la gestion d'un territoire, c'est aussi la gestion de la nature, c'est aussi à votre sauce, mais pas à la sauce écologique. Arrêtez de prendre la ruralité en otage. Il y a 1 million de chasseurs, il y a des dizaines de personnes qui vivent dans le milieu rural, et la ruralité est profondément non chasseur. Absolument. Si vous regardez les chiffres. Absolument. Donc, foutez la paix à la ruralité, influencez les présidents, exterminez la cause animale. Vous êtes très fort. Vous avez eu laissez-moi finir. Vous avez eu la peau de Hulot. Vous êtes très fort. Vous êtes le meilleur. Vous parlez à l'oreille des présidents. Vous aurez juste un problème en vieillissant. Hulot aussi. Vous aurez juste un problème humain en vieillissant, c'est que vos petits-enfants ne seront pas forcément fiers de vous. Ça sera une question entre vous et vos petits-enfants. Je vous rassure, il n'y a jamais eu, depuis 5 ans, autant de jeunes, et Johanna en est révélatrice, on n'a jamais eu autant de jeunes qui viennent à la chasse. Mais ils ne viennent pas juste pour tuer, c'est parce que la passion de la nature qu'on peut avoir. Aujourd'hui, on gère correctement. Vous ne gérez Alors, pas. qu'on aime ou qu'on n'aime pas les chasseurs, la nature ils est gèrent. façonnée pour votre loisir. Mais non. Muriel et Sandrine, donc, vous, déjà, ce que vous demandez, c'est de limiter la chasse du lundi au vendredi, pour qu'on puisse aller se promener tranquillement dans les... Il ne faut pas qu'une promenade en forêt, en famille, devienne une roulette russe. Mais oui. Mais ça n'existe pas, ça. Oui. Ah bon? Ça n'existe pas. 7 morts cette année. Vous pensez qu'il n'y a pas des millions de gens qui sont allés se balader à la... Et combien de blessés? C'est 7 morts de trop. Bien sûr. Mais oui. Et la grippe, ça en a fait combien, là? Ça n'a rien à voir. Mais la grippe, c'était pas un loisir, quand même. Quand on fait un compte, il faut le faire, il faut l'assumer. Et combien de blessés? Cette petite fille qui était partie pique-niquer avec ses parents, si qui s'est pris du plomb dans le ventre. Combien de blessés? Madame aura toujours raison et moi j'aurai toujours tort. Elle a raison. Un mort est un mort de trop. Vous savez, n'aimez pas la chasse. Qu'est-ce que je veux que j'y fasse, moi? Vous savez, monsieur Coste, non, vous ne l'aimez pas. Vous l'aimez parce que vos clients sont les fédérations je suis un passionné de chasse. J'espère qu'un jour, vous rejoindrez nos rangs. Pour l'instant, nous n'avons pas les moyens. Je vous rassure, je travaille déjà pour des fondations de protection animale. Vous faites du négationnisme zoologique. Vous avez beau vous inscrire dans tout ce que vous voulez, vous avez un impact considérable et déterminé sur la faune et irréversible. C'est vrai, il n'y a jamais eu autant d'animaux. Vous avez raison. Non, on parle pas du sanglier. Vous vous cachez derrière l'exemple du sanglier. Je parle des cerfs, je parle les des chameaux, oiseaux. 30% d'espèces en moins, la glu, ça continue. On continue. Restreindre le nombre des espèces chassées. La France est un des pays où il y a le plus d'espèces chassées. On est à 89. La France est le pays qui est un Eldorado en matière de nature. Les chasseurs qui avant partaient en Pologne ou partaient... Vous plaisantez, j'espère. Mais je ne plaisante pas. Mais vous sortez à la campagne, mon ami? Moi, j'y vis à la campagne. Moi aussi, j'y vais aussi. Et les oiseaux disparaissent. Je vais à la campagne, je ne la prends pas en otage. Moi non plus, comme vous le faites. Moi, je la vis tous les jours, pardonnez-moi. Mais vous faites du négationnisme. Vos chiffres, c'est n'importe quoi. Vous avez une emprise. Et vous avez une empreinte sur la zoologie qui est énorme. Mais vous savez ce que disent les agriculteurs, des chasseurs? Ils sont trop écolos. On en a marre de voir des chevreuils, des cerfs, des sangliers partout. Ils gèrent. Continuez. Vous êtes sur la bonne voie. Continuez. Arrêtez d'en élever. Arrêtez de relâcher 15 millions d'animaux. Heureusement, ça fait une dizaine d'années qu'on a... Laissez revenir les prédateurs. Laissez la nature faire. Elle sait faire. Bien, Johanna, vous parlez, quand vous parlez de la chasse, de fusion avec la nature et de régulation des espèces. Je pense que la chasse est nécessaire, oui, à l'équilibre de la nature, parce que j'entendais que la nature se régule toute seule. Oui, très bien, la nature se régule toute seule dès qu'il n'y a pas de présence humaine. Mais le problème, c'est que partout en France,
Il y a de la présence humaine, il y a de l'agriculture, il y a des Pardon, mais habitations, quelle etc. nature par exemple, il y a- 90% des oiseaux chassés, les faisans, les pintades, sont élevés en batterie, sont lâchés et déglingués 2 heures après. De quelle nature parlez-vous? Mais c'est pas la question. La nature, c'est un tout. C'est pas une question de faisans ou de Non, perdreaux mais lâchés, etc. les sangliers, par exemple, on sait qu'il y a trop de sangliers, on sait qu'il y a des Et chasses ils sont aux pas sangliers. élevés, voilà. Vous ne pouvez pas nier l'empreinte catastrophique que la chasse a sur la nature. Alors- Vous essayez de la gérer, vous essayez de la vendre, mais... Justement, alors, Moi, la phrase, excusez-moi Thierry Coste, Pardon. votre phrase c'est « être chasseur, c'est aimer la nature ». Les chasseurs sont les premiers écologistes de France. Vous êtes quand même le roi du paradoxe, non? On est parfois les rois de la provoque. Cette Mais campagne- il y a quand même un point d'interrogation qu'on nous a imposé et que je trouvais très cohérent, moi. C'est qu'on ne revendique pas le fait d'avoir le monopole, comme les ONG ont revendiqué. Mais je rejoins Laurent Baffy. Moi, je suis un passionné de nature, je suis naturaliste, je suis photographe animalier, j'ai dirigé pendant 5 ans le mouvement de France Nature Environnement, donc pardonnez-moi, je me sens très bien dans l'écologie, je n'ai aucun problème, je vis à la campagne et j'adore ça. Muriel, Il faut savoir que la chasse est un loisir. C'est un loisir récréatif. Or, en France, on a confié la gestion de la nature, de la conservation des espèces à des gens dont le plaisir est de tuer. Ça n'est Notre absolument plaisir, c'est pas, pas de tuer, hein. ça n'est Enfin, je- absolument pas normal. Aparté. alors justement, Johanna, répondez à Muriel. Ben, notre plaisir, c'est pas dans l'acte de donner la mort. Notre Alors prenez plaisir, un il est appareil dans- photo, remplacez le fusil par un Exactement, appareil prenez photo. un appareil photo. Mais on le fait, mais on le fait aussi. Le problème, c'est que Johanna. Non, mais la chasse, c'est un tout qui implique effectivement la mort de l'animal. Mais c'est pas que ça. Et c'est un ensemble, c'est la nature, comme je disais, c'est les chiens. Et puis c'est gérer un territoire, c'est apprendre à écouter, apprendre à regarder. Et ça, c'est pas le... Johanna, le chasseur ne prend fait pas du son placement permis. de produits. Elle vend des fusils, en fait. Donc, je comprends votre discours. Peut-être qu'un jour, vous aurez envie de vendre Mais des appareils photo, ça me- de faire ça du me change placement rien, de le produits. nombre de fusils qui et soient vous vendus ou changerez pas. d'attitude. Ça change rien, Ça sa change passion, rien quand pour même. moi. Et les forêts sont pleines de plomb. Vous avez une responsabilité dans le Absolument, saturnisme. Il y a plein de absolument. cartouches partout. 6 000 partout. tonnes Mais de justement, forêt. Petit à petit justement, pour ça. on fait C'est tout le plan. pour que on ait des munitions alternatives, parce qu'effectivement, on l'a vu Et le dans plan. les étangs, ça a provoqué le saturnisme sur les canards. Donc c'est interdit maintenant de tirer avec du plomb sur les étangs. Mais faut être réaliste. On essaie nous d'évoluer parce que on est passionné par la nature. Il faut juste que vous le Faites compreniez. le ménage. Faites le Mais ménage. c'est ce qu'on C'est ce qu'il fait. fait. Yann, à vous de conclure, mon cher ami. Je n'ai rien contre les chiens de chasse, mais j'ai l'impression que ce soir, ce sont les chasseurs qui aboient. Suivez mon regard. Bien. Alors moi, vous savez, Thierry, c'est un sujet important. Et moi, j'ai grandi à la campagne, en Sologne, en Beauce. Et je n'ai absolument rien contre la chasse. Il y a une noblesse de la chasse, il y a une tradition de la chasse. Hemingway, Kipling, Genevois. Il y a une beauté de la chasse, je dirais même. Simplement, d'un côté, il y a quelque chose qui me semble assez mortifère, c'est-à-dire les chiffres, et de l'autre, quelque chose qui me semble plus important, la pulsion de vie. Et je ne vais pas faire de démagogie, mais il y a un film que j'adore qui s'appelle The Deer Hunter, Voyage au bout de l'enfer. C'est l'histoire de quoi? D'un chasseur qui considère que la vie est tellement importante qu'il s'octroie une seule balle et toute la journée, il court après un daim. S'il le rate, tant pis pour lui. Et ce même homme, interprété par Robert De Niro, va ensuite au Vietnam, et au Vietnam, il est capable de dézinguer 250 personnes à la minute. On voit bien qu'il y a un rapport à la guerre, au carnage, à la barbarie qui est propre à l'homme, et d'un autre côté, cette même personne, qui est un vétéran du Vietnam, respecte la vie d'une biche. Je ne suis pas certain que vous respectiez la vie, mais je sais une chose. Comme disait Sartre, face à la mort d'un enfant, la nausée ne vaut rien. Voilà. Muriel Arnal, Sandrine Gilbert, Johanna Clermont, Thierry Coste. Merci à tous d'avoir été avec nous. Et maintenant, c'est l'heure des récompenses qui peuvent faire mal, les Moix d'or. Alors, ce soir, ce sont les boulettes. Les boulettes, ouais. Et on commence avec Jean-Michel Blanquer, Ah, il en a fait une belle, lui. ministre de l'Éducation nationale. J'ai rien contre lui, il est plutôt... C'est plutôt un bon ministre. connaît je son trouve. job, hein. Ouais, ouais, et puis il rigole pas, ce qu'il faut. Mais alors là, il a laissé passer dans une liste de livres recommandés par l'Éducation nationale un manga où il est question d'une sorcière qui, je cite, aspire un zizi qui le suce en disant « c'est bon ».
Un manga qui est recommandé par l'éducation nationale pour les enfants entre 9 et 11 ans. Jean-Michel. Alors, moi, au même âge, Thierry, je lisais Le Petit Chose d'Alphonse Daudet. Pareil. Qui tirait le diable par la queue. Donc, je me demande si c'était pas crypté. Hein. Alors, je réclame désormais 2 choses. D'abord, le marquis de Sade à l'agrégation de lettres et que Katsumi remplace Blanquer. Alors, Emmanuel Macron. Alors, Emmanuel Macron a convoqué des journalistes pour leur dire qu'il a ras-le-bol des petites phrases, qu'il va arrêter. Mais il se plaint sur les chaînes info qu'on accorde, je le cite, la même importance à Jojo avec son gilet jaune qu'à un député ou un ministre. Il n'a toujours pas compris que c'est ce genre de phrase qui fait que les gilets jaunes existent. Hein, même. Alors moi, je trouve pornographique qu'on octroie la même importance à Manu et sa cravate bleu méthane de cuistre sur banquier qu'au général de Gaulle et à François Mitterrand, par exemple. Les gilets jaunes font l'histoire, Macron, lui, l'a subi. Mais surtout, Thierry, Macron ne supporte pas que Jojo égale un ministre ou un député. Mais ça ne le dérange pas que le troufion Benalla devienne lieutenant-colonel en 3 semaines. Macron ne supporte pas que Jojo soit égal à un ministre ou un député, mais ça ne dérange pas que Stéphane Bern soit l'équivalent aujourd'hui de Jacques Attali ou de Georges Dayan. Macron ne supporte pas que Jojo égale un député ou un ministre, mais ça ne le dérange pas que Philippe Besson ait remplacé au consulat à Los Angeles feu Romain Gary. Alors moi, je vais vous dire Thierry, je veux bien qu'Emmanuel Macron me soit supérieur du moment qu'il ne soit pas mon égal. Oh là là. Ariana Grande. Alors Ariana Grande, mon cher Laurent, est une chanteuse américaine. Oui. Elle a voulu se faire tatouer le titre de son dernier tube Seven Rings en version japonaise, en caractère kanji. Ah oui, oui. Mais à la place, ce qu'elle a tatoué, ça veut dire grill de barbecue. Ouais. Alors qu'elle est végane. Exactement. Donc elle a voulu rectifier l'erreur et elle a fait de nouvelles boulettes. Maintenant, c'est marqué doigt de barbecue. Oh. Alors, du coup, j'ai appris que Blanquer l'avait aussitôt embauché à l'Éducation nationale pour faire une version manga du Petit Chose qui s'intitulerait Aspire mon zizi. Alors, Liam Neeson. Alors, Liam Neeson, lui, c'est un peu plus compliqué encore. Il a dit dans une interview, parce qu'il faut savoir qu'un de ses amis a une fille qui s'est fait violer. D'après ce que j'ai compris, par un noir. Ce qui donne, dans la langue nissonienne, j'ai fait des allées et venues avec une matraque, espérant que j'allais être approché par quelqu'un. Je l'ai fait pendant peut-être une semaine, espérant qu'un bâtard noir allait sortir d'un pub et s'en prendre à moi, sous un prétexte quelconque. Comme ça, j'aurais pu le tuer. Donc, dans la vision du monde de Liam Neeson, si un gland vous tombe sur la tête, ce n'est pas la faute de la gravitation universelle ou de la pesanteur des corps. Non, c'est la faute de tous les autres glands. Si un noir donne l'heure à Liam Neeson et que Liam Neeson est en retard, c'est la faute du noir. Ça ne peut pas être la faute du temps, puisque le temps, lui, a été inventé par un blanc, comme tout le monde le sait. Donc 2 choix s'offrent à Liam Neeson quand il est en retard, soit casser toutes les montres, soit tuer tous les noirs. Dans le premier cas, on appelle ça un fou. Dans le deuxième cas, on appelle ça un bâtard blanc. Oh putain. Alors Stanislas Guérini, c'est ce mec de La République en marche. Il a dit que Macron est allé à l'encontre des élus au lieu de à la rencontre des élus. Donc là, on a à la fois Macron pour les nuls et Macron par les nuls. Très bien. Alors un mois d'or pour les Français. Alors les Français, c'est très intéressant. Selon une étude parue cette semaine dans l'IFOP et la Fondation Jean Jaurès, 1/4 des Français pensent que les Illuminati nous manipulent. 1/4 des Français pensent que le grand remplacement est une réalité. 1/5 des Français pensent qu'il existe un complot sioniste à l'échelle mondiale. 1/3 pense que Baffy est le frère biologique de Thierry Ardisson, dont 1/4 pense que Thierry Ardisson a arrêté l'héroïne. Donc, quand j'entends ça, j'aimerais que les gens cessent de m'emmerder quand je vais en Corée du Nord avec mon ami Gérard Depardieu. Et voilà, c'est dit et dit. Merci Yann. On vous retrouve la semaine prochaine avec plaisir. Merci. Et voilà, on se retrouve après la pub pour la suite des Terriens du samedi. A tout de suite. Bonsoir les Terriens du samedi, re-bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon en compagnie de Laurent Baffy. Et j'accueille Sophia El Saïdi, Emmanuel Petit et Philippe Lachaud.
Bonsoir. Bonsoir tous les trois. Bonsoir. Welcome and bienvenue. Welcome im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Sophia et Saïdi, bonsoir. Vous cartonnez actuellement dans la comédie musicale Chicago à Mogador. Je ne vous demande pas si ça a été l'escalier. Pour vous, ça vous rappelle le boulot, quoi, non? C'est ça. Oui. Ouais. Alors, vous avez déclaré, avec la Starac, j'ai exaucé mon rêve d'enfant. Avec Cléopâtre, j'ai exaucé mon rêve de jeune fille. Avec Chicago, j'ai exaucé mon rêve d'adulte. Et ce soir, vous exaucez votre rêve de femme parce que Lachaud et Petit sont là. Intérêt à dire oui, du coup. Chicago, Chicago, that toddling town. Philippe Lachaud, bonsoir. Alors, vous êtes beau gosse, vous êtes drôle. Maintenant, avec votre nouveau film Nicky Larson, vous êtes musclé. Vous avez une super meuf qu'on a reçue ici, Élodie Fontan. Vos films explosent le box-office. Vous êtes énervant. Ce qui énerve encore plus, c'est quand on vous voit avec Élodie. Là, c'est terrible, parce que vous avez l'air de tellement bien vous entendre. Mais elle n'était pas avec... Non. Avant avec... Il y a 2 semaines, tu l'as croisée il y a 2 Avec qui elle était avant? Je ne sais pas du tout. Elle a traîné un peu partout, non? Quel connard. Laurent, c'est la première fois qu'il vient. Et la dernière, ouais. Sois gentil. En plus, je vais rentrer, je vais dire, t'étais avec qui avant? Alors, il y a aussi un truc qui énerve, c'est vos nouveaux muscles, là. Oh là 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 là. Regardez la photo, là, c'est-à-dire que... Oui, je suis plus comme à gauche maintenant. C'est le problème. En fait, c'est très ingrat la musculation. C'est vrai que j'ai fait du sport pour le rôle, parce que je devais interpréter un rôle qui est un personnage costaud. Donc voilà, ça m'a pris 8 mois, beaucoup de blanc d'œuf, beaucoup de poulet. Et rappelons que la bite n'est pas un muscle. Je dis ça aux gens qui auraient des faux espoirs. Alors, il y a un truc qui cloche. C'est votre double genou. Ah, on m'a fait remarquer ça. Oui, est-ce que vous avez vraiment 2 genoux à la jambe droite? Vous avez pris un stagiaire en Photoshop pour faire l'affiche de votre film. Ouais, je sais pas pourquoi. En vrai, j'ai que 2 genoux dans la vie. D'accord, Ouais. c'est ça que je veux savoir, Ouais, que c'est 2 ça. genoux. Dans la Quand vie, même, je me dis, mec, si en plus il a 3 genoux, il y a quelque chose de beaucoup plus grave. Ah. C'est ça, Magnéto Serge. Expliquez-vous. C'est une petite vengeance d'Élodie Fontan qui a d'accord. posté ça sur ses réseaux. Et voilà, la seule élégance qu'elle a eue, c'est qu'elle a coupé la vidéo là. Ouais, Parce que normalement, c'est filmé là, on voit le paquet se balancer. Ah oui. Voilà, c'est le seul truc classe qu'elle a fait. On va récupérer le vrai Instagram. J'annonce qu'il y aura vengeance. On attend la vengeance avec impatience. Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse. Emmanuel Petit, bonsoir. Alors, nous parlerons de votre nouveau livre, Dernier tacle aux éditions du Seuil, tout à l'heure. Mais d'abord, je voudrais profiter d'avoir en plateau un ancien champion du monde et un expert en ballon rond pour avoir votre avis sur quelques dossiers brûlants du foot en ce moment. C'est un passement de jaune sur le beach blanc. Un passement de jaune, un passement de jaune. D'abord, le premier dossier, les dents de Didier Deschamps. Est-ce qu'il n'aurait pas dû le faire avant? Ah ça, il faut lui poser la question, mais je pense que s'il l'a fait maintenant, c'est que ça devait lui poser depuis un petit moment. Ouais, quand même. Hein. Celle de droite, ça fait un peu lavabo, non? Vous trouvez Non, pas ça lui va très bien. Ouais, ça lui va mieux. Tu préférais les chiottes d'à côté? Alors, deuxième dossier brûlant dans le football en ce moment, l'entrecôte à la feuille d'or de Franck Ribéry.
fasse ce qu'il veut avec son argent, ça me dérange pas. Après, dans le contexte actuel, les gens ont du mal à le comprendre. Donc, Et pourquoi Deschamps donne pas son adresse de son dentiste à Ribéry? C'est ça que je comprends pas. Ah oui, ça c'est... Ils se connaissent, non? Ah tiens, on continue. Il y a un dossier important, c'est votre fille, donc... le mec à côté, c'est Caris quand même. Donc votre fille fréquente Caris. oui, bah justement, j'en profite pour lui faire un gros bisou. Puisque ça fait Caris? Non, ma fille. Ma fille Zoé, que je ne vois plus depuis 1 an et demi. Ouais. Je l'embrasse très fort et j'en profite pour lui dire que je pense très fort à elle. Vous la voyez plus, là? Non. Pourquoi? Faut lui poser la question. C'est la fille que vous avez eue avec Agathe de la Fontaine. Et je ne veux plus la voir non plus. Ah oui, d'accord, c'est bien ça. Là, on vous voit tous les trois. Je crois que les gens ne réalisent pas le succès que vous avez eu avec les femmes après 98. Quand on était champion du monde et qu'on était beau gosse, c'était facile, non? Ouais, si on rajoute l'argent aussi. Ouais, voilà. Ouais. T'as pas des électrodes? Tout Parce ce que que là, je il peux va vous pas dire, parler, c'est que là. c'est pas facile de vivre à mes côtés. Ah bon? Parce que je peux être un parfait connard. Moi, je l'ai vu tout de suite, moi. C'est pour ça qu'on s'entend super bien tous les deux. Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, get up. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Bonsoir. Quel accueil. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Bon, jingle. Et on commence par l'événement de la semaine, les baskets dorées de Brigitte Macron qui ont indigné les gilets jaunes et une réaction immédiate sur Twitter de Franck Ribéry qui a demandé « ça se mange ?» point d'interrogation. D'une Brigitte à l'autre, Brigitte Bardot a traité de lâche assassin François de Rugy, qui l'a appelé à la modération. Alors appeler Brigitte Bardot à la modération, c'est aussi improbable que d'appeler François de Rugy à l'intégrité politique. En fait, elle lui reproche d'avoir prolongé la chasse à l'oie cendrée. Ouais. Du coup, petit conseil à Brigitte Macron, ne mettez pas vos nouvelles baskets pour faire du jogging dans les bois. Et passons à droite, soupçon de fraude fiscale, une information judiciaire ouverte contre Thierry Solaire. Les réactions n'ont pas tardé sur les réseaux sociaux. Jérôme Cahuzac a tweeté « Il est des nôtres », voilà. Et en même temps. Mais c'est pas le seul de la semaine. Rachida Dati a omis de déclarer 600 000 € pour ses activités d'avocate auprès de Renault-Nissan. Alors, point d'interrogation, hein, on n'est pas sûr. Sa décharge, Rachida Dati, voilà, on la connaît, elle est super distraite. Il lui arrive même d'oublier qui est le père de sa fille. Donc, voilà, c'est quelqu'un de... Voilà, ouf. En tout cas, c'est pas pour balancer. Mais en ce moment, le conseiller fiscal qui bosse chez Renault-Nissan, il est pas au top en ce moment. Hein, Carlos Ghosn, on t'oublie pas gros. Encore plus à droite, à Béziers, Robert Ménard échoue à imposer l'immigration dans le grand débat. Pour une fois qu'il voulait imposer l'immigration quelque part, c'est quand même pas de bol. Il s'est donc fait Béziers à son propre jeu. Environnement. Nicolas Hulot s'attaque à Monsanto. Il le dit, c'est la pire firme du monde. Il a raison. Mais il a raison. Et je vous le dis, si ce mec un jour devenait ministre de l'écologie, là je peux dire, chier dans leur froc à Monsanto. Ah non, on sent le gars, voilà, quelqu'un qui aurait été un grand résistant en 46. Politique internationale. Présidentielle en Algérie. Le pouvoir présente la candidature de Bouteflika. Je dis chapeau. Félicitations déjà à son taxidermiste qui bosse bien. Voilà, faut le soutenir. Réaction de Jacques Chirac, très sympa, qui a dit bravo, moi aussi j'aurais adoré être président un jour dans ma vie. Et Michael Schumacher, ah bah si lui peut être président, moi je veux bien être son ministre des Sports. Oui, les moyens. Et les cadeaux. Allez, Pays-Bas, un ancien député islamophobe annonce sa conversion à l'islam. Alors ça, c'est en fait en écrivant un livre sur l'islam que M. Van Claveren, 40 ans, dit avoir changé de conviction. Donc, on n'est pas à l'abri de croiser Éric Zemmour avec une grande barbe à 4 pattes dans la mosquée de Paris. Ouais, on n'est pas à l'abri.
économie. Ryanair réorganise pour faire des économies. Alors, le problème avec Ryanair, c'est qu'on ne voit pas très bien où il pourrait encore trouver de quoi faire des économies. Parce que, bon, si on regarde la politique financière de Ryanair sur les prochaines années, on va le voir sur le graphique, bon, voilà, déjà, pour l'instant, c'est vol surchargé, bouffe immonde, personnel incompétent. Alors, en 2020, il nous prépare, voilà, supprimer les gilets de sécurité, les masques respiratoires. Bon, c'est une économie possible. 2021, faire payer aux voyageurs l'utilisation de la passerelle pour monter dans l'avion. Bon, 2022, grande idée, ils vont mettre en place des places au-dessus du toit de l'avion. Voilà, vraiment, ça pourrait... Hein. Et puis, peut-être 2024, chaque passager devra porter son baril de kérosène. Et enfin, 2025, là, on va piloter l'avion nous-mêmes. Voilà, merci Ryanair. People, Juliette Binoche comprend la colère des gilets jaunes. Oui, bah, c'est comme Pierre Ménès avec le football. Il comprend le jeu. Mais concrètement, si on le met sur le terrain, ça va pas être une énorme plus-value pour l'équipe. Et en même temps, je dis ça, Juliette Binoche, elle a débuté sa carrière comme gilet jaune. Et j'ai, voilà, une photo d'époque. Oui, bah, une photo d'époque. Allez, les brèves. Aux États-Unis, un jeune homme a été tué par l'explosion de sa cigarette électronique. Et ben, vous voyez, la cigarette électronique, c'est vachement efficace pour arrêter définitivement de fumer. Le gars ne touche plus. En Inde, il se fait arrêter à l'aéroport avec un bébé léopard caché dans son bagage à main. Voilà, 1 kilo. C'est mignon. 1 kilo, ouais, tu sais tout. Et dès que c'est les animaux, tu sais. Alors qu'à l'époque, Angelina Jolie, elle s'était fait arrêter à l'aéroport avec un bébé caché dans son sac en léopard. Donc c'est... Allez. Ah oui, bon. 1 kilo, il faisait aussi. Retour en France, à Vannes, il commande un maillot de bain et reçoit des lingots d'or. La vraie question, c'est de l'autre côté, qu'est-ce que va faire Laetitia Hallyday avec ce maillot de bain pour homme? On n'en sait rien du tout. Allez, passons à la culture avec l'artiste de la semaine. Ça, j'aime bien. Chaque semaine, je propose une visite de musée. Et cette semaine, nous allons à Tours, au Centre de création contemporaine. C'est la première fois qu'elle expose seule en France. Alicia Quad, une artiste polonaise. Elle est installée à Berlin et on la voit ici, elle attend son heure. Elle est spécialisée dans les installations. Alors ici, il y a des miroirs, il y a des glaces, et donc on ne sait pas si c'est l'œuvre en elle-même ou si c'est le miroir qui la reflète. Donc voilà, dans le musée, vous ne serez pas les seuls à réfléchir, il y aura aussi des miroirs. Et on comprend mieux le principe encore ici. Vous voyez, avec ces deux cailloux qui ne servent à rien et qui se regardent pourtant chacun d'un côté du miroir. C'est pas mal. En gros, une soirée ordinaire chez Bernard-Henri Lévy et Ariel Dombal. Miroir encore, voilà, mais ici on est plus sur une métaphore du travail de Raphaël Glucksmann, puisqu'il s'agit d'une grande réflexion qui se casse la gueule quand même. Alors, voici une autre œuvre dans le même esprit, voilà, ici une palette complètement découragée à l'idée qu'il n'y ait pas d'ascenseur et qu'elle doive donc prendre les escaliers à côté. Et encore une autre, voilà, incroyable, ça c'est le vélo de Coluche. Et oui, bon, c'est rigolo. Ça l'aurait fait rire. Ouais, je pense, j'espère. Et alors ici, ça c'est amusant. Ça, c'est une horloge tournée d'un quart de tour. Voilà ce qu'on appelle aussi l'horloge antillaise, ce qui explique les 3 heures de retard quand ils viennent à des rendez-vous. Et la suivante œuvre très touchante, voilà, où on découvre cette femme qui apparemment a croisé le chemin d'Alexandre Benalla le 1er mai dernier. Alicia Quad, c'est aussi des questions existentielles comme celle-ci. La crémation du géant vert, était-ce vraiment une bonne idée? Ou encore ici, des lampes halal-ogènes, hein, puisqu'on peut les voir en train de faire la prière. Oui, les lampes, ça peut se radicaliser, il n'y a pas de raison. Hein. Ce qui nous emmène vers l'œuvre suivante, ce prototype de chaise non électrique en Arabie Saoudite. C'est comme la chaise électrique, mais à la place du courant, voilà, c'est la lapidation. On dira ce qu'on voudra, mais ça assure un excellent bilan carbone aux nombreuses exécutions. Et terminons, comme on a commencé, avec Brigitte Macron, qui vient de s'offrir une ravissante cabane de jardin signée Alicia Quad. Donc allez au CC de Tours jusqu'au 1er septembre, parce que là, c'est comme la politique. Ce n'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. Et voilà, c'était avec Vizorek. On retrouve ici la semaine prochaine, sur scène à Paris et dans toute la France. Et maintenant, c'est l'heure de la promo qui s'affiche, c'est shopping. Sophia et Saïdi, rebonsoir. Alors vous êtes ici ce soir pour la cultissime comédie musicale Chicago, actuellement à Mogador. Alors il faut préciser quand même que Chicago est à l'affiche depuis 22 ans à New York, a été adapté dans
35 pays dans le monde. Vu par 30 millions de spectateurs. C'est dingue, c'est dingue. Alors Télérama, Paris Match, Vanity Fair sont extrêmement élogieux sur le spectacle. Tout le monde nous trouve impressionnante. Est-ce qu'on peut dire que la version française de Chicago est parmi les plus réussies? J'espère que oui, mais on a travaillé comme des acharnés, comme des fous tous. Comment s'appelle le mec à droite? Alex Fry. Tu me donneras son portable pour un pote à moi? Avec plaisir. Il est excellent. Hein. Oui, je sais. C'est pas du tout pour danser. Rien à voir. Alors, le pitch. Vous êtes une star de cabaret qui a tué son mari et sa sœur pour une histoire d'adultère. En prison, vous rencontrez une autre meurtrière qui vous idolâtre et qui veut faire le même métier que vous. Mais en fait, vous devenez rival parce que vous disputez le même avocat. Voilà, ça c'est l'argument du spectacle. On regarde à quoi ça ressemble. Boxon, ça se termine en baston. Ouais, faut que ça Voilà, c'est marrant. Ce qui est très marrant, c'est que Chicago était votre disque préféré et c'est devenu le rôle de votre vie. Non, mais c'était vraiment un rêve. J'ai découvert Chicago il y a une dizaine d'années à Broadway. J'en ressors en pleurs en me disant mais voilà exactement ce que je veux faire et voilà exactement ce qu'on ne fera jamais en France. Génial. Ouais. Vous prenez plus de plaisir à jouer Velma que Cléopâtre? Ah oui. Parce que Cléopâtre, il fallait chanter de profil. Cléopâtre, j'étais très jeune. Alors la première fois qu'on s'est rencontrés, vous veniez de sortir votre premier album qui s'appelait Cabaret, déjà, comme quoi. Hein. Ouais. Ah oui, mais je vous le dis, c'est bien mon univers. 2005, donc tout le monde en parle. Et alors, Isabelle Mergo, était odieuse avec elle. C'est incroyable. Elle lui avait dit, bon allez, vas-y, parle. Oh là là, on n'a pas que ça à faire. Magnéto, Serge. Le cadeau le plus con qu'on vous ait jamais offert? Le cadeau le plus con qu'on m'ait jamais offert. Oh, allez, vas-y, dis, on n'a pas que ça à faire. Ouais, mais là, il n'y a rien, là. Allez, crache-le. Où tu vas, Isabelle? Mais je m'en veux parce que je suis fatiguée. Tu me raccompagnes? On va prendre une douche, on revient. C'est agréable. La fille la plus conne que vous ayez jamais rencontrée. La Mergo, très violente avec vous. J'ai mis un long moment pour me remettre de ça. J'étais une gamine, j'avais 19 ans. Ça devait être ma première télé, ma première très grosse télé. Mais toujours. Bon, allez, mets-toi le cul. C'était exactement ça. Voilà. Mais pourquoi elle avait fait ça? Mais c'est parce qu'elle avait un petit peu... Oui, mais bon, voilà. Et puis, les questions étaient... je sais pas, je mettais du temps à répondre parce que j'étais ultra stressée. Et puis, elle était un petit peu impatiente, mais elle s'est excusée après. Elle s'est excusée? Oui. Alors, à l'époque, vous étiez encore Sophia de la Starac, la fameuse Starac 3. Parce que les Starac, c'est... À partir de 3, on ne sait plus très bien ce qui s'est passé, mais ça allait encore. Il y a eu peu de survivants de la Starac. Il y a eu vous, il y a eu Jennifer, Nolwenn, Lydie Frégé, Nikos Aliagas qui a survécu. J'ai calculé, on est à 14% de réussite sur la Starac. Finalement, la Starac a formé beaucoup plus de serveurs que de stars. Mais tout le monde ne peut pas gagner. Heureusement d'ailleurs, parce que... Vous n'avez pas gagné, vous d'ailleurs? Non, je n'ai pas gagné. Mais elle a fait une carrière. J'ai perdu. Et elle t'emmerde pas mal. Alors, la sortie du château a été rude. Hein. Vous dites, j'étais venu pour devenir une artiste. Je n'avais pas prévu cette fausse célébrité qui est complètement démesurée. Je ne pouvais pas sortir sans garde du corps. Il y a des gens qui s'évanouissaient dans nos bras. Ah oui. Tu comprends pas ce qui t'arrive. Parce qu'elle n'avait pas d'hygiène. Bah oui, mais c'est complètement traumatisant. On a 19 ans, on ne comprend pas. Heureusement, ça ne dure pas non plus des millénaires, mais pendant quelques temps, on est vraiment à un niveau qui est complètement fou. C'était la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme dirait Gad. On est d'accord. Comme dirait qui? Gad Elmaleh. Gad Elmaleh ou un comique américain? Alors, aujourd'hui, tout va bien, parce que entre-temps, vous avez fait Aïcha sur France 2, Danse avec les stars, Cléopâtre, tout va bien. Aujourd'hui,
Chicago. Donc, vous avez mis quelques mois pour devenir une star de la télé et 15 ans pour devenir une artiste accomplie. Complètement. C'est bien ce que je viens de dire. Mais c'est vraiment ça. Bonsoir les câlins du samedi. Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon. En compagnie de Sophia et Saïdi. Emmanuel Petit. Philippe Lachaud. Et Laurent Baffy. Attention, on continue avec Shopping, la promo qui s'affiche. Emmanuel Petit, rebonsoir. Rebonsoir. Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir celui qui a marqué le 1000e but de l'équipe de France, lui permettant de battre le Brésil un 12 juillet 98, 3-0. Sans la capote. Et aussi, celui qui a ensuite enregistré un disque intitulé 3-0 avec Sophie Talman. C'est là qu'on se dit que champion du monde, c'est excuse tout quand même. Oui. On a un extrait du disque? Non. Je sais pas, on fait comme si ça n'avait jamais existé. Voilà. Voilà. Vous réclamez le droit à l'oubli J'ai même pas réclamé de droit à l'auteur, donc. Ouais. Ah oui. Ça me rappelle les heures les plus sombres de Patrick Sébastien. Est-ce que la FIFA a voulu vous retirer votre titre de champion du monde après ça? Non. Non. Peut-être pour d'autres raisons, mais pas pour celle-là. Alors, vous ne travaillez pas qu'avec vos pieds. Eh non. Eh non. Alors, après la Coupe du Monde, vous attaquez au prix littéraire. Et vous publiez aux éditions du Seuil un polar intitulé Dernier tacle. Oui, C'est votre 4e livre et c'est votre premier roman. Le pitch. Une commissaire du 36 quai des Orfèvres nommée Clémentine Pacini enquête sur la FIFA quand elle apprend que l'entraîneur de l'OM a été sauvagement assassiné sur la pelouse de la Commanderie, le centre d'entraînement du club phocéen, comme on dit. En fait, il n'y a pas tellement de suspense parce que l'entraîneur dont on voulait se débarrasser, c'était Rudy Garcia. Non mais, quand on voit le niveau de jeu de l'OM, on peut penser que c'est un suicide, en fait, là. La mort. Ou alors un suicide collectif. Bon, en tout cas, bonne idée de situer l'action à Marseille, déjà. Oui. Parce que c'est moins crédible au niveau foot, mais plus crédible au niveau meurtre. Alors, on continue. Clémentine Pacini enquête quand d'autres meurtres se succèdent. Exact. Alors, c'est bien violent, hein, parce que quand on trouve l'entraîneur sur le terrain, il a le sexe et les testicules sectionnés. Tu périras par là. Un trou de seringue dans le cou. Oui. Je ne croyais pas capable de ça, non, franchement. Bon, là encore, j'ai été gentil. Là. Ah ouais, C'est pour ça que je réserve justement la suite dans le deuxième. Là, avec, je me dis, avec Gilles Delpapas. Oui, alors, évidemment, Gilles Delpapas, qui est le roi du polar marseillais, qui l'a écrit avec vous, évidemment. Et c'est marrant parce que dans chaque meurtre, on retrouve le trou de seringue. C'est la signature du meurtrier. Alors, dans le foot, vous dites, c'est vrai, il y a plein de raisons de tuer. Exact. Il y a les paris sportifs, les transferts, les agents véreux, la femme trompée, parce qu'il y a beaucoup de... La religion aussi. Ouais, la religion aussi. La concurrence entre joueurs. Ouais. Enfin, il y a beaucoup de raisons. Ouais. C'est une très bonne idée. Ça ferait une très bonne série télé, hein, vous le savez quand même. Bah oui, justement, j'y pense sérieusement. Ah ouais. Surtout après le scandale de la FIFA, éclaté par le FBI. Moi, je m'attendais justement à une escalade meurtrière, puisque dans ce genre de situation, on étouffe souvent les affaires. Il y a eu certains cadavres, notamment sur le continent sud-américain, mais ça a été des accidents. Si vous cherchez un producteur. Et puis surtout, vous démontrez une fois pour toutes qu'à Marseille, on vise mieux avec un pistolet qu'avec un ballon. Non, c'est pas réducteur. Il y a d'autres bouquins derrière? On s'est engagé avec Gilles pour une trilogie, ouais. Ah ouais. Alors qu'il y a 4.
Ça va, je sais que je suis un footballeur, mais ça va, j'arrive quand même à aligner une phrase. Sujet, verbe, complément. J'ai essayé de niquer, hein. C'était une bonne guerre. Hein. Un footballeur qui écrit des Tu sais, livres. aujourd'hui, c'est plus comme ça qu'on nique. Hein. Ouais. Je me suis lancé dans une fiction parce que tous les livres que j'ai écrits auparavant étaient trop sérieux. Et c'est pour ça que la fiction te permet de laisser libre cours à ton imagination. Bien Et sûr. comme mon imagination est extrêmement fertile et que j'ai 10 000 histoires à raconter dans le milieu du foot. Vous avez tenu votre journal depuis l'âge de 15 ans quand même. Hein. Oui, mais j'ai acheté les livres que j'écrivais. D'ailleurs, mon frère est là également avec moi, à la mort de notre frère aîné, il y a très longtemps. Ouais. Mais j'écrivais tous les jours à l'image d'une fille qui a un journal intime. C'était une façon aussi pour moi d'exorciser pas mal de choses, notamment la violence que j'avais au fond de moi. Puis aussi une espèce... je me braquais envers le monde d'une façon générale. Donc c'était pour moi un exercice vital, un exercice psychiatrique quelque part. Je crois qu'il faut le dire, votre frère qui est mort d'une rupture d'anévrisme sur le terrain, dont vous avez gardé le survêtement religieusement. Oui. Oui, alors je suis pas du tout fétichiste, à tous les niveaux. Ouais. Mais c'est vrai que quand des êtres m'ont marqué, j'aime bien garder un objet. C'est pour lui que vous avez cette... Pour lui, pour mon frère présent, pour ma famille, mais avant tout pour moi aussi. J'avais besoin aussi de m'extirper de tout ça. Je ne me voyais pas grandir en Normandie, même si j'adore la Normandie. Je rêvais beaucoup plus grand. Oui. Et j'ai encore plein de projets. Ouais, je pense qu'on va continuer à me voir dans des endroits où je suis pas censé être, en fait. C'est vrai, c'est étonnant parce que... J'ai jamais été un dribbleur sur le terrain et pourtant j'aime bien les contre-pieds. Ouais. Alors Emmanuel, dans votre boulot de consultant, vous êtes souvent obligé de dire tout et son contraire. On va faire une interview, oui, mais... Mais non. Alors, j'ai une carrière exemplaire, mais... Mais je suis frustré de la fin. J'aurais aimé finir sur une pirouette, c'est ce que tout le monde rêve de faire lorsqu'on est un ancien sportif. Vous avez fini sur un accident. J'ai fini sur l'amputation à 2 endroits de ma chambre. Ouais. J'ai un super souvenir de la Coupe du Monde 98, mais... Il n'y a pas de mais. Là. Zidane était le meilleur joueur de l'équipe, mais... J'aurais aimé qu'il soit davantage leader à l'extérieur du terrain. En fait, vous lui avez reproché de ne pas assumer son rôle et finalement de travailler pour des annonceurs. Non, j'ai émis justement des réserves. Je m'en suis expliqué avec lui. Oui, je sais. Alors, avec le temps, parce que c'est passé il y a plus de 10 ans, je comprends parfaitement pourquoi il ne s'expose pas. Et sincèrement, c'est moi qui me suis trompé il y a 10 ans. Quand on voit aujourd'hui les personnes qui s'exposent, qui donnent leur avis, comment ils se font matraquer sur les réseaux sociaux, ils se font insulter en permanence, je vois pas l'intérêt aujourd'hui de donner son avis. Laurent Blanc faisait croire qu'on le surnommait le président pour son autorité naturelle sur le terrain, mais... C'est un mythe. Vous savez pourquoi on l'appelait le président? Non. Non, je sais pas, non. Moi, on m'a dit que c'était dans les partous qu'on l'appelait le président. On m'a appelé le super sub, moi. Le super remplaçant. Dans les partous? Thierry Henry a été un grand joueur, mais... Parce qu'il avait 3 jambes. Oui, on l'appelait l'anaconda. Attendez, là, on est entre nous. Non, mais là, c'est intéressant. C'est intéressant. Vous l'avez vu? Ah bah oui, vous pouvez pas le rater. Hein. Si tu devais classer tous les joueurs. Par ordre décroissant. Ouais. Alors, Didier Deschamps a fait gagner la Coupe du Monde à la France, mais... Il a fait gagner la France 2 fois. Ouais, voilà. Ouais. Eh oui. Paul Pogba a le potentiel pour être le meilleur joueur du monde, mais... Il le deviendra un jour, je pense. Ah ouais? Et comment elle est, sa bite, par rapport à... Je l'ai jamais vu. Il n'y a pas de classement. Hein. Alors, je suis vraiment beau gosse, mais... Je sais pas si c'est un atout. Ah oui, si. Si? Bah oui, quand on voit votre femme... Ah. C'est un atout pour avoir une jolie femme. Pas besoin d'être beau gosse pour avoir une belle femme dans son lit. Regarde-toi. J'ai des magnifiques cheveux, mais... Mais c'est de l'entretien. Mais je les entretiens pas du tout. Ah bon? ouais? Alors, rien du tout. Ah ouais, ils sont bien, ils sont soyeux. Voilà, c'est parce que Riri, justement, il m'a fait le truc. Vous n'avez là. pas de problème de pointe et tout, là? Vous n'avez pas les pointes cassantes? Non, c'est marrant, on parle souvent de mes cheveux. Ah bah oui, bah ils sont super, tes cheveux. ouais. Heureusement qu'on Mais en tu mets parle. un assouplissant après? Head and shoulder. Non, j'aime bien qu'on me reparle de 98, mais... Faut tourner la page maintenant. Ouais. Est-ce que c'est le plus grand souvenir de ta vie ou pas?
Très bonne question. Ça- Bravo, Philippe. ça- Non, mais c'est c'est vrai. dans ma vie Poser une. sportive, hein, dans ma vie tout court. Dans ta vie, ouais. Non. Ah, mauvaise question. C'est quoi alors? Ah non, c'est pas une mauvaise question parce qu'il va nous dire maintenant quel est le plus grand souvenir de sa vie. Mes enfants, c'est tout. Ah oui, ah ouais. Le football est très important, ça m'a construit. Les enfants. Les gens m'identifient à travers ça, ça m'a En fait, apporté beaucoup tu de choses. préfères quand c'est ta femme qui a le ballon, quoi. Toi. Non, Bravo, moi, je suis Laurent. réverti. Voilà. Dernière question, Emmanuel. J'adore venir dans cette émission, mais C'est vrai. Mais bon, il va falloir changer les meubles un peu quand même. hein. J'ai compris le message. J'ai compris. et voilà, on continue le shopping. Philippe Lachaud, rebonsoir. Vous êtes ici ce soir pour Nicky Larson, donc, le parfum de Cupidon. Alors, vous avez déjà fait énormément de promotions pour ce film avant ce soir, donc je vais vous mâcher le boulot. Vous me répondez juste « Oui, Thierry ». Vous regardiez le dessin animé Nicky Larson dans le Club Dorothée quand vous étiez petit. Oui, Thierry. Ce film, c'est donc un rêve de gosse qui se réalise. Oui, Thierry. En l'écrivant, vous ne vouliez surtout pas trahir les fans de l'œuvre originale. Oui, Thierry. C'est toujours agréable de tourner avec ses potes. Oui, Thierry. C'est facile. Mais comment t'arrives à être imprévisible comme ça? L'ambiance sur le tournage était formidable. Oui, Thierry. À tel point que vous êtes pris pour Luc Besson en couchant avec l'actrice principale. Oui, Thierry. Tu sais que pour les gens qui zappent, tu vas passer pour un con pendant 10 ans. hein. Ceux qui ont aimé Babysitting et Alibi.com vont se marrer. Oui, Thierry. Les autres, on les emmerde. Oui, Thierry. Le pitch, donc, c'est bien Nicky Larson, le super détective privé qui est appelé pour une mission à haut risque, récupérer le parfum de Cupidon, un parfum qui rend irrésistible celui qui l'utilise. Oui, Thierry. On regarde la bande-annonce? Oui, Thierry. Magnéto, Serge. Monsieur Larson, c'est vrai ce qu'on dit sur vous? Vous ne craignez personne. Vous êtes le meilleur des gardes du corps. Vous pouvez tirer 6 balles au même endroit. Mon père était scientifique. Il a créé un sérum d'amour, rendant irrésistible celui qui l'utilise. Ce parfum inodore provoque chez celui qui le respire C'est pas moi. une explosion de l'attirance émotionnelle. C'est n'importe quoi ce parfum. Mais j'annonce, hein, si ça marche, je change de sexe. Pour un plus grand? Très marrant. Mon Dieu, la mallette! Il me reste combien de temps pour retrouver la mallette? 47 heures. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? On est venu vous aider. Il est complètement con, lui. Mon Dieu, ils sont coincés. Justice le passionne. Nicky Larson ne craint personne. Lorsque les coups de feu résonnent, comme un éclair, il tourbillonne. Alors, j'imagine que Pamela Anderson a été touchée lorsque vous lui avez dit que vous étiez fan d'elle. Quand vous étiez petit, que vous masturbiez en regardant Alerte à Malibu, non? Avec du Allez, sable. honnêtement. Oui, Thierry. C'est très
fier de l'avoir dans le film. Ah bah oui, il y a de C'est quoi. la première star américaine avec qui moi je tourne. Ouais, et franchement, c'est... Non, parce qu'en plus, les scènes vont très loin avec elle. Elle a beaucoup d'autodérision. Ouais. Et la flip qu'on avait, c'était qu'elle refuse de jouer certains trucs. Et franchement, elle y allait à fond. Donc on la remercie. Ah non, franchement, c'est son meilleur film depuis sa sextape, vraiment. Alors, il paraît qu'elle venait sur le tournage, même les jours où elle jouait pas. Oui, mais très bien renseigné. Oui, effectivement. Et un soir, elle tournait pas. Elle est venue quand même nous dire bonjour. Donc voilà. Elle nous disait bonjour, même. Elle nous checkait. Elle nous disait wesh cousin. Ah ouais. Elle était à l'heure. C'est vrai. Elle était à l'heure, tout. Non, Parce qu'elle court au ralenti, des fois elle est un peu en retard. C'est vrai. C'est vrai. Alors, le créateur, lui, est ravi. Tsukasa Ojo. Voilà, Ojo. Alors lui, il est ravi, il a dit, vraiment, l'histoire est inédite, j'aurais aimé écrire cette histoire, enfin, c'est vachement... Ouais, c'était un magnifique compliment. Surtout que quand je suis allé au Japon, j'étais en panique totale parce qu'il avait un droit de regard sur le scénario, donc si ça lui plaisait pas, on avait travaillé 1 an et demi pour rien. Donc j'étais vraiment en panique, je suis resté 2 jours là-bas. J'ai pas du tout profité de Tokyo, j'ai pas dormi de la nuit parce que voilà, il avait 48 heures pour donner sa réponse. Et effectivement, il reçoit beaucoup de projets d'adaptation et voilà, et c'est parce qu'il a adoré qu'on a pu faire le film. Donc grosse fierté, et même fierté de rencontrer ce monsieur qui me faisait rire moi, enfant, sur mon canapé. Pour moi, c'était un grand moment. Ouais. Alors, ce qu'il faut dire, c'est énorme, c'est que Télérama a aimé le film. Ah, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Oui. En fait, au départ, ils ne l'avaient pas vu, il y avait marqué Télérama n'a pas vu ce film. Et récemment, donc, ils l'ont vu et ils l'ont aimé. Télérama. Mais il y a une saloperie derrière? Non. Ah, ok, c'est bon. Écoute, tant mieux, tant mieux. Tant mieux pour toi, ouais. Bah, oui. Enfin, faut dire une chose quand même, c'est que tu as commencé à faire du cinéma avec une petite caméra. Quel âge t'avais? J'avais, 12-13 ans, j'étais ado. Depuis tout petit, moi, je veux faire du cinéma. Bah ouais. Mes parents, ils avaient rien à voir avec ce monde-là, donc ils m'ont tapé sur l'épaule, ils m'ont dit finis ton assiette et on en reparlera plus tard. Ouais. Mais après, ils ont vu que je persistais, c'est vrai, et donc ils m'ont offert une caméra très jeune. Voilà, et mon premier acteur, du coup, c'était mon petit frère. Il n'avait pas le choix. Vous dites, on mettait des anoraks pour faire les cosmonautes. Ouais, c'est ça. Au début, je le déguisais en fille, en machin. Je dis, bon, là, tu viens de te faire plaquer pour ton mec et tout. Ah ouais. Voilà, j'ai un petit peu traumatisé. Et aujourd'hui, il écrit les films avec moi. Voilà. Ouais, mais t'as de la chance d'avoir réalisé ton rêve d'enfant, non? Non, ouais, non. Non, mais c'est génial. J'ai une chance, mais avec les copains, avec Juju, Tarek, on a connu les vraies galères ensemble, parce que ça a été très compliqué pour nous. Il y a des moments où on s'est dit, bon, on n'arrivera jamais à faire de cinéma de notre vie, c'est mort ou quoi. Donc aujourd'hui, on a la chance de faire du cinéma ensemble, on en profite. Tu kiffes? Un truc, mais c'est pas je kiffe, c'est je surkiffe. J'ai énormément. Je surkiffe, oh, il est Ouais, mignon. c'est Oh, il est mignon. Ah, maintenant, je vais te faire plaisir. Avec toi. Comment tu sais que j'aime bien? En fait, comment je sais ça? C'est que je travaille. Bah bravo. Bah oui, quand j'ai appris... Je l'assume pas trop, mais j'adore Elle est cette chanson. géniale, cette chanson. Elle est Ah, on est extraordinaire. Mais c'est lyrique, c'est beau. Moi, je suis comme toi, là. Bon, Philippe, alors, c'est la saison des récompenses. On va voir si vous êtes prêts à ne pas en avoir. On va faire une interview, pas de César. I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser. Philippe Lachaud, vous êtes ici ce soir parce que vous venez de ne pas recevoir de César du meilleur film pour Nicky Larson. C'est déjà le 4e César que vous ne recevez pas. Est-ce que c'est toujours la même émotion? Absolument, à chaque fois on travaille dur pour justement rater cette récompense. Ouais. Et c'est pas si simple qu'on Bah non, pense. est-ce que c'est déjà un honneur de ne pas être nommé? Absolument, Thierry. Non, tu vas me le... oui, c'est un honneur de... On finit par s'habituer quand même ou ça Non, reste mais incroyable? n'empêche, j'étais l'année dernière. Ah, le César du public. Voilà, et j'étais le 3e film qui avait fait le plus d'entrées, donc j'ai quand même vu mon film à la cérémonie. Et voilà, bah, peut-être que l'année prochaine tu y C'est seras. alibi.com. Est-ce que vous avez une pensée pour tous ceux qui ont eu un César et qui sont dégoûtés à l'heure qu'il est? Oui, enfin c'est des petites pensées parce que je pense qu'ils sont pas trop dégoûtés quand même. non, je pense que ça fait plaisir de recevoir cette récompense. Ça te ferait plaisir? Ah bah évidemment. Enfin, mais t'en auras jamais. Oui, non, je sais. Ça, mais rêve pas, t'en auras jamais. Je sais très bien. Mais non, les films qui marchent et qui font rire, ils en ont pas. Enfin, tous ceux qui font de la comédie te le diront. Pour nous, le plus important reste évidemment de faire rire le public bah, en salle. Alors, j'imagine que ça fait longtemps que vous rêvez de ne pas avoir de César.
Ça fait longtemps que... Qu'est-ce que tu veux répondre à cette question de merde? Oui, ça fait longtemps que je veux pas avoir de César parce que... après, on risquerait de me proposer d'autres genres de films et moi, je veux faire des comédies. Voilà, mais t'es bien parti pour ça. J'ai lu dans le magazine Le Point que Philippe était considéré comme le nouveau Francis Weber. Mais alors ça, si c'est vrai... Mais c'est vrai. C'est un truc de ouf. Mais c'est un truc de ouf. Parce que moi, celui qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est Francis Weber, Voilà. avec Pierre Richard. Voilà. Où je voyais mes parents rire devant ces films dans le canapé, donc je connais les films par cœur. Et je vais même remercier du coup le générique de Baby Sting. J'ai dit merci Francis Weber et Pierre Richard pour m'avoir donné envie de faire ce métier. Ben voilà. Est-ce que vous espérez qu'un jour on vous donne pas un César pour l'ensemble de votre œuvre? Mais le Graal, ce serait de ne pas avoir d'Oscar quand même. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. J'espère surtout ne jamais avoir d'Oscar. Pas du tout. Ah non, mais surtout pas. Après, obligé de tourner avec Brad Pitt, DiCaprio, tous les gens dont je suis fan. C'est une tanasse totale. Et maintenant, on termine avec, vous l'avez sur le bout de la langue, c'est le blind test. Alors, le thème de ce soir, c'est Zob in Job. C'est-à-dire les gens qui baisent avec leur partenaire. C'est en hommage à Philippe Lachaud, qui aime mélanger travail et plaisir. Hein, Philippe, voilà. Merci pour cet hommage. Mais je t'en prie. Et alors, le vainqueur devra célébrer sa victoire comme un joueur de foot qui marque un but. Okay. Et on regarde les meilleures célébrations de la saison jusqu'à aujourd'hui. C'est le Top 7 Magnéto Serge. Détrôner Ariel Dombal. Tu as déjà célébré un but comme Ariel Dombal? Non. Un grand écart comme ça. Attention, branchez la guitare. Branchez la guitare, entonez les tambours. Moi, j'accorde ma basse. 1, 2, 3, 4. Musique. Niagara. Oui. Et mes yeux dans tes yeux. C'est bien Niagara. Très bien. Moi j'aimais bien Niagara. Pourquoi cette chute? Ouais. Il est fort. Attention, on se concentre, musique. Eurythmics. Ouais, bravo. Bravo Sophia, Eurythmics, vous marquez un point. Attention, musique. France Gall et Émile Hubert. Bravo. Très bien. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi. Quel talent. Ça m'est venu comme ça, au début j'étais pas sûr, et après je me suis dit silence-toi, crois en toi, et voilà, et comme ça j'ai gagné. Comme toujours. Musique. Beat it. Laurent Voulzy. Laurent, merde. Moi, j'ai pas entendu. Bah, c'est. Est-ce que la sécurité peut venir, s'il vous plaît, la sécurité? Tu peux surveiller Laurent, s'il te plaît. Donc, c'est vraiment Laurent Voulzy? Ouais, c'est Laurent Voulzy avec qui? Ah, moi, je suis largué. Moi. Ah, moi aussi, je suis largué, là. Quelqu'un sait? Bah, bravo, ben voilà. Ah, c'est dur, hein. Bon, ça, c'est plus facile, ça. C'est des enfants. Amadou et Mariam. Non, non, mais on peut pas. Amadou et Mariam. Le dimanche à Bamako, c'est le jour des mariages. Le dimanche à Bamako, c'est le jour des mariages.
Connu, ça. Un indice, ils étaient au Festival de Cannes. Dimanche à Bamako. Et ça, je dis rien. Bon, viens pour celui-là. Essaie de nous en laisser un. Voilà, ouais, Tu vois s'il te plaît. Tu te mets derrière lui, voilà. Colle-toi, oui. Voilà. Tu lui tapes sur la... Attention, musique. Moi, je suis nulle, je l'ai dit dès le départ, j'ai aucune mémoire. Ah oui, Rita. Ouais, bah oui. Rita. Mitsuko. C'est Rita Mitsuko. Ouais, bravo. Les histoires d'amour, les histoires d'amour. T'es largué, la choule, hein. Donc, je vais être obligé de faire un super banco. Attention. Musique. Ah bah... téléphone. Donc, mon cher Philippe, c'est toi qui as gagné, bravo. Depuis que tu as des muscles, tu les montres. Comment t'aurais fait, toi? Bah nous, les footeux, c'est spontané, donc... On va voir. Est-ce qu'on peut juste revoir ta tête quand Emmanuel te secoue? Oui, c'est Instant replay, Serge. Désolé. Là, sur ton visage, t'avais l'impression de faire ta dernière émission. Oui. Ce qui est pas loin non plus. C'est toujours comme ça que ça va se finir. Voilà, c'était les terriens du samedi avec Philippe Val, Sophia El Saïdi, Emmanuel Petit, Philippe Lachaud et Laurent Baffy. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. À demain, 18h45, pour les terriens du dimanche, avec Jean-Louis Lebray, Ingrid Levavasseur et Francis Lalanne. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.